depuis 1945. Séquence 6. Indépendance et construction de nouveaux États. Pour commencer, quelques notions. La notion de nationalisme. Le nationalisme, c'est le sentiment que sa nation est supérieure aux autres. Et que, puisqu'elle est supérieure, elle doit les dominer. Il peut y avoir parfois des mouvements, proclamés mouvements nationalistes. Ce sont des organisations qui se battent pour l'indépendance de leur pays et qui essaient de faire de ce pays une nouvelle nation. Par exemple, en Algérie, on a vu des mouvements nationalistes comme le FLN. C'est un mouvement qui se battait pour la libération de l'Algérie du joug colonial. C'est le Front de Libération Nationale. La colonisation, c'est le fait de dominer politiquement, économiquement, militairement un territoire, alors qu'on est une puissance étrangère. La colonie devient alors un territoire étranger conquis, administré et exploité par un autre pays, que l'on nomme métropole. L'ensemble des territoires, colonies, protectorats, territoires sous mandat, qui dépendent de la métropole, constituent ce qu'on appelle un empire colonial. Le tiers-monde. C'est un terme qui a été inventé en 1952 pour désigner des pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, qui étaient des pays qui n'étaient ni dans le bloc soviétique, ni dans le bloc occidental. Aujourd'hui, cette notion est dépassée, on emploie plutôt l'expression « pays du Sud », parce que la majorité de ces pays du tiers-monde sont situés dans l'hémisphère sud. Ce sont généralement des pays qui font partie des pays pauvres, comme l'Éthiopie, la Bolivie, ou encore la Somalie, le Cambodge. D'ailleurs, ces pays pauvres choisissent de ne pas s'aligner, ils forment un mouvement qu'on appelle les non-alignés, et ils prônent le non-alignement sur les grandes puissances. Ils veulent bien discuter avec les autres blocs, mais ils ne veulent pas. Ils veulent former leur propre bloc, le troisième bloc. Il y a eu une série de conférences, justement, des non-alignés, avec en tête de liste l'Égypte, l'Inde, l'Indonésie, et même la Chine. La première conférence des non-alignés a eu lieu en Indonésie, à Bandung en 1955. On en reparlera. Puis il y a eu la conférence de Belgrade en 1961, du Caire en 64, d'Alger en 73. Non, il reste à parler de la CNUSED. Alors, la CNUSED, c'est le sigle de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. C'est un organisme qui est né en 1964, qui rassemble tous les pays de l'ONU et qui a comme objectif de permettre le développement du tiers-monde. C'est un organisme qui permet d'avoir régulièrement des informations, des chiffres sur le niveau de développement de ces pays, et de voir un petit peu comment ils s'intègrent dans l'économie mondiale. En ce qui concerne les personnages maintenant, alors forcément on ne peut pas parler de ce chapitre sans évoquer la personne et la personnalité de Gandhi. Gandhi 1869-1948. C'est un personnage exceptionnel qui est né en Inde, qui était sous colonisation britannique. Il est parti faire des études dans le droit pour devenir avocat à Londres, et à son retour en Inde, il va lutter pour l'indépendance de son pays.
On le surnomme le Mahatma Gandhi, ce qui signifie celui qui a une grande âme. Il est emprisonné à plusieurs reprises, mais il a comme particularité de mettre en avant ce qu'on appelle la non-violence et aussi la désobéissance civile. C'est-à-dire qu'en fait, il veut pas se soumettre aux lois qu'impose le colonisateur, qui sont, selon lui, trop injustes. Et il va participer au moment de l'indépendance de l'Inde, en 1947, il va participer à cette décolonisation avec Nehru. C'est quelqu'un qui est plutôt favorable à un État où toutes les religions de l'Inde vont pouvoir vivre ensemble, un État multireligieux. Et il est plutôt opposé à l'idée selon laquelle il faudrait couper l'Inde en deux, on en reparlera, entre Inde d'un côté et Pakistan. Sa vie se termine en drame, puisqu'il est assassiné par un extrémiste en 1948. Nehru, quant à lui, est né en 1889 et il est décédé en 1964. C'est le leader du parti indépendantiste en Inde. Il va d'ailleurs devenir Premier ministre de l'Union indienne au moment de la décolonisation en 1947. Et il va justement incarner il va être un des leaders, un des chefs de file du mouvement des non-alignés dont on a parlé tout à l'heure. Gamal Abdel Nasser, né en 1918, décédé en 1970. Il a été président de l'Égypte de 1956 à 1970. Il a été un des leaders justement de la conférence de Bandung de 1955 sur le non-alignement. Il va faire beaucoup pour l'indépendance de l'Égypte au moment de la guerre froide. Il reste à évoquer Ho Chi Minh, qui porte plusieurs noms, mais il est connu sous le nom d'Ho Chi Minh, un surnom qui signifie celui qui éclaire. En deux mots pour le présenter, c'est un militant communiste qui est contre la colonisation. Il va notamment dénoncer la présence de la France en Indochine, qui est sous protectorat français. Et il va lutter même pendant la Seconde Guerre mondiale pour l'indépendance du Vietnam. Il va créer ce qu'on appelle le Viet Minh et il va proclamer l'indépendance de son pays dès le départ des Japonais le 2 septembre 1945. Il fonde la République démocratique du Vietnam, mais il va se heurter aux ambitions de la Chine d'un côté, la France et De Gaulle qui n'ont pas voulu tout de suite laisser partir les colonies, notamment l'Indochine, et donc ça va donner lieu à une lutte avec la guerre d'Indochine jusqu'en 1954. Puis les Américains vont lutter contre justement le Vietnam Nord, qui est dirigé par Ho Chi Minh, soutenu par la Chine et l'URSS. Et il va mourir en 1969, donc il ne verra pas la fin du conflit du Vietnam. Aujourd'hui, la ville de Saigon est rebaptisée à son nom, puisqu'on l'appelle Ho Chi Minh Ville. Ce personnage, comme Gandhi, Nehru, Nasser, fait partie justement de tous ces hommes qui ont œuvré pour cette troisième voie et pour cette décolonisation et ce non-alignement. Reste à évoquer quelques dates, rien de très précis parce qu'il y aura d'autres choses développées dans le cours. Il y a la phase 1947-1962 qui est, on va dire, la phase où on observe le plus de pays qui vont obtenir leur indépendance, ce qu'on appelle la principale phase de décolonisation. Le 15 août 1947, c'est
une date qui marque l'indépendance de l'Inde et la division en deux États. D'un côté l'Inde et on va le voir pour le Pakistan, il y aura deux parties au Pakistan, ce qui va causer pas mal de difficultés. Et puis je l'ai évoqué tout à l'heure, la conférence de Bandung qui marque le début du mouvement des non-alignés. Vous retrouverez les photos des quatre personnages évoqués tout à l'heure à la diapo qui suit. Alors pourquoi parle-t-on de cette phase de décolonisation à ce moment-là du cours? C'est parce que on constate que les empires coloniaux étaient très puissants, notamment avant 1914, avec de nombreux territoires entre les mains de deux principaux pays européens, la couronne britannique d'une part et la France de l'autre. Quand on regarde la situation des empires coloniaux en 1945 sur la carte, on voit que l'Afrique, mais aussi une partie de l'Amérique du Sud, une grande partie de l'Asie, sont aux mains des Européens, et notamment des Britanniques et des Français. Les Anglais possèdent ce qu'ils appellent le joyau de la couronne britannique, c'est-à-dire l'Empire des Indes. Ils possèdent une partie aussi de l'Afrique, Afrique du Sud, et tout un tas d'États africains qui va jusqu'au Soudan. Quant à la France, elle possède de vastes territoires en Afrique, parmi lesquels l'Algérie, mais aussi ce qu'on a appelé l'Afrique occidentale française, ou l'Afrique équatoriale française, AEF. Alors, après 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des pays comme l'Angleterre et la France sont à genoux, ils sont affaiblis, ils ne pèsent plus sur la carte du monde. Ils ont face à eux les États-Unis d'un côté, l'URSS de l'autre, et l'Europe ne se fait plus entendre comme auparavant, avant la Seconde Guerre mondiale. Et justement, ces Européens sont dans une position d'affaiblissement qui va permettre la porte pour que les pays qui étaient jadis colonisés revendiquent et obtiennent leur indépendance. Alors obtenir son indépendance, on va en parler, on va voir que c'est pas une chose facile, mais une fois que on obtient son indépendance, comment on peut exister dans un monde qui est le monde de la guerre froide, un monde bipolarisé? Et bien justement, c'est le défi de ces pays qui vont devoir trouver leur place. Alors comme problématique, je vous propose comment les colonies gagnent-elles leur indépendance, comment réussissent-elles à prendre toute leur place sur la scène internationale. Séance 1, le gain de l'indépendance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Comment le processus de décolonisation se met-il en place? Alors pour revenir sur le contexte favorable, il faut préciser la position de l'ONU, notamment au moment de la proclamation de la Charte des Nations Unies en 1945, mais aussi celle des États-Unis et de l'URSS. Alors, dans la charte de l'ONU de 1945, il est précisé, article 1, les buts des Nations Unies sont les suivants. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toute autre mesure propre à consolider la paix du monde. En ce qui concerne les Américains, on a un extrait de la déclaration du secrétaire d'État américain, John Foster Dulles, en 1953, qui dit ceci: « Mais nous n'avons pas oublié que nous fûmes la première colonie à arracher l'indépendance. Et nous n'avons donné de chèque en blanc à aucune puissance coloniale.
et il n'y a pas le moindre doute dans notre conviction que la transition normale du statut colonial à l'autonomie doit être menée à une complète réalisation. Enfin, un extrait du rapport Jdanov de 1947. Je rappelle que Andreï Jdanov, c'est l'équivalent du ministre de la propagande pour Staline. Lui dit: la crise du système colonial accentuée par l'issue de la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, se manifeste par le puissant essor du mouvement de libération nationale dans les colonies et les pays dépendants. Par là même, les arrières du système capitaliste se trouvent menacés. Les peuples des colonies ne veulent plus vivre comme par le passé. Les classes dominantes des métropoles ne peuvent plus gouverner les colonies comme auparavant. Voilà, ce qu'on peut dire sur ces trois textes, c'est que tout va dans le sens de la demande des pays qui sont sous le joug colonial. Les Nations Unies qui parlent de l'importance de l'égalité des peuples, du fait que chaque peuple doit pouvoir avoir le droit de disposer de lui-même, de prendre ses décisions par lui-même, de gérer son économie, sa politique, indépendamment des intérêts d'une puissance coloniale. Ensuite, dans le contexte entre le texte qu'on a lu de Jules et celui de Jdanov, on voit bien qu'on est dans le contexte de la guerre froide. Chacun se sert finalement de la décolonisation comme d'un argument d'adhésion à la sphère d'influence de l'un ou de l'autre. Et Jdanov va un petit peu plus loin, puisque il se sert de la décolonisation comme d'un argument de ralliement contre le capitalisme, contre l'impérialisme des États-Unis et du monde occidental. Grand A, un contexte favorable. À partir de 1945, le mouvement d'émancipation des peuples colonisés s'accélère. Les métropoles coloniales soit s'y résignent, soit sont confrontées à des guerres de libération. L'Organisation des Nations Unies défend et soutient cette émancipation et devient, après les indépendances, une tribune privilégiée de ces nouveaux États au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. B. Les voies de l'indépendance. La prise d'indépendance peut parfois être négociée, comme entre l'Inde et le Royaume-Uni en 1947. Des référendums pour organiser l'autodétermination peuvent être proposés, comme entre la France et certains pays africains d'Afrique noire. Par exemple, en 1958, De Gaulle crée la Communauté française, qui a pour but de permettre aux États d'Afrique noire d'accéder progressivement à l'indépendance. Mais dans certains cas, la décolonisation prend une forme violente, comme en Algérie. Que ce soit pour l'Inde ou pour l'Algérie, nous travaillerons sur ces deux cas dans la prochaine séance. C. La création d'une troisième voie et du tiers-monde. Les difficultés d'affirmation au plan international des pays nouvellement indépendants s'expriment à la conférence de Bandung en Indonésie en 1955. Il proclame l'existence d'un tiers-monde et donne naissance à l'afro-asiatisme. Puis, à la conférence de Belgrade en 1961, en Yougoslavie, ils affirment leur volonté de non-alignement.